Allez, on attaque? Laisse, c'est moi qui attaque. Je suis plus fort que toi. T'es peut-être très fort, mais pas autant que mon nouveau Samar Ménage. Et oui, Samar Ménage, il est plus fort que lui. Plus fort pour nettoyer, plus fort pour dégraisser. Il est plus fort pour faire briller. Oui, vraiment, Samar Ménage, avec lui ça déménage. Et puis pour la fraîcheur, le parfum, quel bonheur. Parfum citron vert ou pain d'élan, c'est super. Vraiment très fort, le nouveau Samar Ménage. Chérie, tu me fais un petit? Encore? Comment tu le veux, ton petit? Long, rond et à croquer. Les nouveaux petits grillés d'œufs de berre sont des petits pains en sac, ronds, avec de nouveaux goûts. Chérie, Oui. Encore un? c'est pour le petit. Il a fait des petits, le petit grillé d'œufs de berre. Naturellement. Je suis venu te dire que je m'en vais. Star 90 exceptionnel, un hommage à Serge Je Gainsbourg. suis l'homme à tête de chou. Michel Drucker reçoit en direct les amis de Serge, Mon amour, ceux qui l'ont aimé je vais, et ceux qui l'ont chanté. veux et je Des images rares, les mots et la sensibilité d'un poète d'aujourd'hui. Peut-être qu'amour, et pour toi, c'est pour toujours. Star 90 avec Casino. Star 90 pour Serge Gainsbourg, en direct lundi 20h45 sur TF1. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, Jean-Claude Narcy vous présentera TF1 dernière. Et puis après ce journal, en hommage à Serge Gainsbourg, TF1 vous propose l'émission « Et si on se disait tout ?» que Patrick Sabatier avait consacré à Serge Gainsbourg il y a 1 an et demi de cela. Et puis demain soir, Michel Drucker vous présentera un Star 90 spécial Gainsbourg avec les témoignages en direct de Claude Berry, Isabelle Adjani, Brigitte Bardot, Vanessa Paradis, Serge July, directeur de Libération. Et d'ailleurs, dans Libération, demain, vous pourrez lire une interview de Gainsbourg. Cette interview, Serge Gainsbourg l'avait accordée à Serge July il y a 1 an, en lui demandant de ne la diffuser qu'après sa mort. Michel Drucker retracera à l'aide de documents, avec ceux qui l'ont chanté, joué, aimé, la carrière de Gainsbourg. Gainsbourg acteur, séducteur, compositeur, interprète, cinéaste, papa, Gainsbourg-Gainsbar, comme l'appelaient les enfants. Gainsbourg, star de plusieurs générations, les années 60, 70, 80, 90. Michel, qui a été celui qu'il a le plus souvent reçu dans ses émissions, nous en parlera avec tendresse et avec émotion. C'était un grand bonhomme, plein de talent, et je crois être l'interprète de beaucoup de monde en disant qu'on l'aimait et qu'il va beaucoup nous manquer. Je m'arrêterai là pour ce soir. Tout de suite, je vous laisse avec Jean-Claude Narcy pour le journal. Et puis n'oubliez pas, après, et si on se disait tout, avec Gainsbourg. Bonsoir. L'Irak accepte officiellement les conditions du cessez-le-feu décidé par les Nations Unies. Règlement de compte d'après-guerre en Irak, on signale les affrontements entre la population et les forces gouvernementales dans plusieurs villes du pays. François Mitterrand ce soir à la télévision, le retour des troupes françaises avant l'automne. En Estonie et en Lettonie, participation massive au référendum, les premiers résultats en faveur de l'indépendance. Et puis TF1 rend hommage à Serge Gainsbourg, décédé hier soir, tout de suite après ce journal, rediffusion de l'émission Si on se disait tout, que Patrick Sabatier lui avait consacré. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans son intervention à 20h à la télévision, le président Mitterrand a justifié la participation de la France dans la guerre du Golfe avant de rendre hommage aux soldats de l'opération Daguet et au sang-froid des communautés musulmanes et juives de France. Le chef de l'État a affirmé ensuite que plusieurs régiments français seraient de retour en avril et que la totalité de nos forces aurait quitté la région du Golfe avant l'automne. Puis François Mitterrand. Gérard Carrérou, avant de tirer les leçons de la guerre, le président de la République avait tenu à justifier la participation de la France au conflit. Oui, il a surtout remercié tout le monde. Enfin, il a remercié les parlementaires qui l'ont approuvé, les dirigeants de la coalition alliée qui se sont montrés très perspicaces, nos soldats bien sûr qui étaient sur le terrain, et puis les Français qui l'ont compris et suivi dans cette guerre. C'est vrai qu'il l'approuve à 85% selon le dernier sondage publié. Alors effectivement, peut-être aussi y a-t-il un élément de justification. M. Mitterrand peut revendiquer d'avoir été le président
de cette guerre, le président de la République française qui a pris la décision d'y engager la France, et qu'il peut se dire aujourd'hui qu'il a eu raison et avoir l'oreille des Français. Alors, première leçon à tirer pour le devenir de l'armée française. Oui, alors là, effectivement, il y a presque un embryon d'autocritique sur l'état de notre modernisation en tant qu'armée moderne. Effectivement, il faudra y revenir. Il propose un débat à l'Assemblée nationale. On avait effectivement, au long du conflit, pu constater que certains matériels, les Jaguars par exemple, sont de vieux avions. Il faudra y songer. Mais ce qui ne change pas, c'est deux choses, deux points fixes. La stratégie de dissuasion, l'arme nucléaire, ça reste la stratégie de la France. Et puis, le principe de la conscription du service militaire, même si le chef de l'État reconnaît que pour les missions lointaines, comme celle du Golfe, mais d'autres éventuellement, ce sont les professionnels qui feront la guerre. Alors François Mitterrand dit faire confiance à l'ONU, et là aussi il y a des leçons à tirer pour l'avenir dans la région. Oui, il y a surtout une proposition qui est vraiment peut-être la seule proposition très concrète du chef de l'État ce soir, c'est celle de réunir le Conseil de sécurité de l'ONU au niveau des chefs d'État et des gouvernements. Ça serait une première, ça ne s'est jamais fait. À l'époque de la guerre froide, c'était très difficile, puisqu'il y avait des divergences telles entre Est-Ouest, entre les Soviétiques et les Américains, qu'il y avait immanquablement veto de la part d'un des partenaires. Là, il propose que cette réunion s'empare de cet immense dossier qui est celui de la région, avec, M. Mitterrand n'a fait que ce soir que rappeler, le problème de la sécurité d'Israël, le problème des Palestiniens et de la Palestine, le problème des minorités comme les Kurdes, le problème des armements, à la fois ceux qui en vendent et ceux qui les achètent, enfin tout un ensemble de problèmes qui doivent être réglés selon le principe qu'il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures, une action lorsqu'il s'agit de l'Irak et puis rien du tout lorsqu'il s'agit des autres, j'ai oublié le Liban. Quelques réactions à l'allocution du chef de l'État. Pour Jean-Marie Le Pen, l'expédition du Golfe a montré, au contraire de ce qu'a affirmé le président Mitterrand, les carences graves de notre appareil militaire affaibli par les lois de programmation socialiste. Charles Millon, président du groupe UDF à l'Assemblée, lui a trouvé juste le ton du chef de l'État et demande un débat parlementaire sur la politique de la France au Moyen-Orient. Jacques Barrot du CDS regrette que François Mitterrand n'ait pas lancé un appel aux Européens qui ont aussi un rôle à jouer au Proche-Orient. L'Irak a accepté ce soir la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les conditions d'un cessez-le-feu permanent. Et Tarek Aziz, le ministre irakien des Affaires étrangères, a adressé ce soir une lettre dans ce sens à Javier Pérez de Cuellar. Cette décision irakienne fait suite à la rencontre de ce matin entre le général américain Schwarzkopf et une dizaine d'officiers supérieurs irakiens. Jean-Pierre Abou. Une journée mémorable, historique. La rencontre a eu lieu tôt ce matin sur la base aérienne de Safwan, à la frontière entre l'Irak et le Koweït. Devant un millier de Marines qui assuraient la sécurité, celui que l'on appelle déjà ici le héros de cette guerre, le général américain Schwarzkopf, arrive accompagné par le prince Ibn Sultan, chef des armées saoudiennes. Quelques instants plus tard, détendus, presque souriants, arrivaient les deux généraux irakiens. Les deux Irakiens ont dû passer sous des portiques de détection d'objets en métal, sécurité oblige. La réunion a duré 2 heures à huis clos et le général Schwarzkopf sort de la salle pour annoncer que les Irakiens ont accepté toutes les conditions fixées par les Nations Unies, c'est-à-dire la libération de tous les prisonniers de guerre alliés, des 30 000 Koweïtis enlevés, la restitution des biens pris au Koweït depuis le 2 août, la reconnaissance de la responsabilité irakienne pour les dommages causés dans l'Émirat. Les Irakiens s'engagent également à fournir le plan des mines et des pièges dispersés à travers tout le Koweït. En contrepartie, les Américains ont annoncé qu'ils quitteraient le sud de l'Irak dès que le cessez-le-feu sera signé. Washington pourrait tolérer Saddam Hussein au pouvoir en Irak, c'est ce qu'a déclaré un conseiller du président Bush interrogé sur la chaîne ABC. Par ailleurs, selon l'ambassadeur d'Irak aux Nations Unies, Bagdad aurait déjà libéré 10 prisonniers alliés, dont 6 ressortissants américains, parmi lesquels une jeune femme. Et puis nous venons de recevoir des images de la télévision irakienne montrant Saddam Hussein président cet après-midi une réunion du Conseil de commandement de la Révolution, au cours de laquelle le maître de Bagdad et son état-major ont étudié les moyens de rétablir les services publics du pays. Et ce ne sera sans doute pas chose facile, d'autant qu'une opposition semble s'organiser. Selon de nombreux témoignages, des manifestations, par exemple, contre le régime ont eu lieu dans plusieurs villes. Et des réfugiés irakiens signalent même des affrontements entre la population et les forces gouvernementales, en particulier à Bassora, la deuxième ville du pays. Frédéric Delpech.
Nous sommes sur la route qui vient de Bassora et qui part vers la frontière avec le Koweït. Cette famille fuit la ville en voiture à cause des troubles. La vitre arrière a été brisée par un impact de balles. Il y a des gars qui tirent sur n'importe qui. Ils ont des pistolets. L'armée contrôle les alentours de Bassora. L'homme affirme également qu'au moins 3000 Iraniens se trouvent avec les résistants. D'autres témoignages confirmeraient la présence d'islamistes pro-iraniens à la tête des manifestations anti-Saddam. L'opposition chiite irakienne en exil à l'étranger affirme avoir pris le contrôle de plusieurs villes du sud de l'Irak. Sur cette même route, mais dans l'autre sens, un groupe d'Irakiens qui se dirige vers Bassora. Nous sommes des résistants. Contre qui? Contre Saddam et son gouvernement. Pendant ce temps, à Bagdad, on tente de retrouver une vie quotidienne normale.